À Jordi, à Célan Partage, de me permettre de me donner une dizaine de minutes pour présenter l'ouvrage qui vous a été distribué. C'est un ouvrage que le SIAP a décidé d'éditer pour, je dirais, partager sa vision sur l'évolution de la qualité de la rivière sur une échelle de temps relativement longue, puisque on part du début du siècle dernier pour venir dans un horizon projeté en 2050. Peut-être il est prévu d'avoir quelques planches. Donc vous dire simplement en quelques mots que cet ouvrage raconte un peu l'histoire de l'assainissement. Juste se rappeler les quelques lignes, vous retrouverez tout l'ensemble des éléments dans l'ouvrage. Se rappeler qu'en 1900, il n'y a pas d'assainissement, que les eaux sont principalement épandues. Pourquoi? Parce qu'on construit à la fin du 19e siècle un gros collecteur, parce qu'il y avait des épidémies de choléra dans la ville de Paris. On ne gérait pas les eaux, donc ça générait des maladies hydriques. Donc il a fallu construire en 1895 le premier collecteur qui a permis l'épandage des eaux sur la presqu'île de Saint-Germain. Et donc en 1900, la situation elle est relativement satisfaisante puisque les eaux qui sont collectées sont transportées vers les champs. Entre 1900 et 1930, on arrive à l'apogée et l'insuffisance des champs d'épandage, puisqu'il y a une évolution démographique qui fait que rapidement, les surfaces disponibles ne sont pas suffisantes et que 40% des eaux seuls 40% des eaux collectées sont transportées, les autres sont rejetées à la rivière. Donc c'est à ce moment-là que la ville de Paris prend conscience de la nécessité de projeter une vision. Donc ils adoptent le plan général d'assainissement et c'est très intéressant de le relire. Il y a une vision très juste des ingénieurs qui se disent qu'on va construire quelque chose qui s'appellerait HR dans les Yvelines et qui permettrait d'assurer le traitement centralisé de ces effluents. Donc ça, il est adopté en 1929 et suite à cela, on construit HR, donc la station qui existe encore aujourd'hui, donc ce qu'on appelle l'usine Seine-Aval, en 1940. On construit également des émissaires supplémentaires, 3 gros émissaires en 1954, 1966, 1972, pour acheminer les eaux vers ces pôles de traitement. Donc HR1 d'abord, vous savez, on fonctionne comme ça, puis HR2 en 1950, et j'ai pas mes planches, donc je ne sais plus exactement, vous retrouvez tous les détails dans l'ouvrage. Et d'ailleurs, la frise le montre. Mais finalement, tout ça, c'est une course contre la démographie parce qu'en même temps, la population parisienne augmente. Donc, on est encore en 1970 dans une situation qui est catastrophique où 40% des eaux seulement sont traitées et des volumes très importants d'eau sont rejetés à la rivière. Et ce que je veux vous mettre en avant en vous disant ça, c'est qu'en 1970, c'est un égout à ciel ouvert. Il n'y a pas d'oxygène parce qu'il y a trop de matière organique. Il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. On évacue. Donc aujourd'hui, on transporte des bateaux. Hier, on transportait de l'eau usée. Et 1970, c'est hier, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on a accéléré les vagues de construction. Entre 1970 et 1980, on a construit des stations d'épuration, qui traitaient que simplement le carbone de manière intensive, mais toujours en essayant de rattraper la démographie. On était toujours en retard. Quand on arrive en 1980, 80% des eaux sont traitées, donc 20% des eaux ne le sont pas. À ce moment-là, on pense azote. Seulement à ce moment-là, jusqu'à présent, c'était simplement la pollution carbonée qu'on éliminait. Donc on pense azote, on pense phosphore, en amont de la directive sur les eaux résiduaires urbaines qui, comme cela a été dit, a été adoptée en 1991. Voilà, donc la première usine en Île-de-France qui permet le traitement de l'azote, c'est l'usine de Valenton qui est construite en 1986. Voilà. Et à partir de là, on va basculer dans le déploiement de ces filières de traitement qui permettront un traitement complet du carbone, de l'azote et du phosphore. Et on va accélérer, on va construire une station à Colombes, une station à Triel-sur-Seine, on va moderniser Seine-Aval, on va construire Marne-Aval dans le à Noisy-le-Grand dans le 93. Voilà. Donc, et il aura fallu, l'histoire qu'on veut raconter, c'est qu'il aura fallu finalement un siècle pour courir après la démographie et assurer un traitement complet en termes de qualité, mais complet en termes de débit de la qualité des eaux. Et ce que raconte aussi cet ouvrage, au-delà de ses rappels historiques, eh bien, c'est comment la Seine a vu ces évolutions du système d'assainissement francilien, comment la qualité de la Seine et sa biodiversité a évolué. Donc vous avez les chroniques d'oxygène, c'est spectaculaire. L'oxygène, la Seine était aérée, quelle que soit la période avant d'arriver à Paris. À Paris, c'était la chute complète. Et même dans les années 90, alors même que des efforts avaient été faits, la Seine était bien meilleure en termes de niveau d'oxygénation. En revanche,
chaque printemps, au moindre orage un peu important, les volumes déversés désoxygénaient totalement la rivière. Donc cet ouvrage, il raconte tout ça. Je crois qu'il met en perspective, finalement, là d'où on vient, et comme on le dit dans le petit film d'accroche, là d'où on vient, là où on est et là où on va. Il met également, il raconte aussi l'histoire de la qualité, azote, phosphore, et l'histoire et l'évolution de la biodiversité, avec des chroniques de pêche électrique que nous faisons avec l'ONEMA, l'OFB. Également, dans la troisième partie, on se projette. Alors, je vais redire des choses qui ont déjà été dites. On parle des nouveaux enjeux. Voilà, donc bon, c'est pas grave. Hein, voilà, très bien. On va rester là. Donc on parle des nouveaux enjeux. Alors on parle de micro-contamination parce que jusqu'à présent, nos stations d'épuration ont été dimensionnées et imaginées pour éliminer la macro-pollution, le carbone, l'azote et le phosphore. Et aujourd'hui, bien sûr, on s'intéresse à la micro-contamination. Alors, on regarde ça avec beaucoup d'attention pour répondre à la question sur la microcontamination. Aujourd'hui, compte tenu du contexte, la qualité de l'eau vis-à-vis du bon état chimique, vis-à-vis des micropolluants, elle n'est pas si mauvaise que ça quand on regarde nos eaux dans le cadre, dans le référentiel de la directive cadre sur l'eau. Eh bien, certes, on dépasse les normes de qualité environnementale pour certains paramètres, quelques métaux lourds, il est vrai, notamment le zinc qui est largement déployé dans la ville. Donc la question de la ville, elle est centrale. Ce qu'on fait dans la ville se voit dans l'eau. Absolument. On regarde aussi des molécules qui ne sont pas aujourd'hui intégrées dans la réglementation, telles que les médicaments. Donc là, je ne vais pas décrire les résultats, mais sachez qu'on retrouve le Vidal, hein, si on le recherche, tout simplement, avec effectivement un enrichissement au fil de l'eau. On regarde aussi des micropolluants un peu plus exotiques, tels que les microplastiques, dont on parle quand même beaucoup aujourd'hui. Donc je ne m'étendrai pas, je vous propose d'avancer maintenant que moi. Et la dernière planche, ben, je vais aller assez vite puisqu'on en a largement parlé. Il y a la question de la fragilité. Simplement pour finir, aujourd'hui, la qualité qu'on observe et la biodiversité qu'on observe, je dirais, c'est une qualité qui est exceptionnelle compte tenu du contexte. Et depuis 50, 80 ans, on n'a pas atteint ce niveau de qualité. En revanche, et c'est très important de le garder à l'esprit, on reste très fragile. Et l'incendie que nous avons subi à l'été 2019, alors même que la Seine avait un étiage très sévère et qu'on était dans le cadre d'un épisode caniculaire, a montré que quelques heures de dysfonctionnement, en l'occurrence c'était 48 heures, donc c'était des longues heures, ont des impacts forts sur la qualité de la rivière, sur son oxygénation et donc sur la vie, puisqu'on avait déploré à ce moment-là un épisode de mortalité piscicole relativement important. Et dire simplement, mais là encore une fois, cela a été dit, que tout cela va, même si on fait des efforts, va aller dans le sens d'une augmentation de la durée des étages, une augmentation aussi de la sévérité des étiages. Alors il y a différents scénarios, on en a un petit peu parlé cet après-midi. Nous, on pense qu'on va perdre jusqu'à 20 mètres cubes secondes de débit. Or, ces 20 mètres cubes secondes, ils sont importants, notamment dans des périodes où la Seine est chaude. Voilà. Encore une fois, grand merci de m'avoir laissé la parole pour présenter cet ouvrage. Je remercie donc l'ensemble des auteurs qui ont contribué, une vingtaine d'auteurs qui ont contribué, des gens du SIAP, des partenaires scientifiques notamment qui ont contribué à la dernière partie. Je remercie également, je ne la trouve pas dans la salle, Pauline Rebrami qui a assuré le secrétariat éditorial de l'ouvrage. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.